Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Bienvenue à cette première heure fertile. Sur le thème de la concertation, la permanence architecturale, la place de l'usager dans la construction de la ville de demain. Paul Sachot, chargé de mission expérimentation et financement. Johanna Kunamatos, chargée d'innovation sociale. N'hésitez pas à poser vos questions sur le fil conversation de la réunion Teams de l'heure fertile d'aujourd'hui. Cette heure fertile se déroulera en présence de Sophie Ricard, architecte en permanence. D'Adrien Gros, directeur de l'aménagement urbain chez Aquitanis, bailleur social à Bordeaux. Et Jean-Pierre Arzac, locataire d'Est Métropole Habitat sur la commune de Saint-Priest. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, donc je vais très vite vous présenter la manière dont je travaille qui nécessite de faire permanence, c'est-à-dire d'habiter le site même du projet où la problématique sociale, urbaine ou architecturale se pose en vue de fédérer tous les acteurs qui vont être concernés par la question notamment du logement social. Les images que vous allez voir vont surtout traverser un projet mené il y a plus de 10 ans à Boulogne-sur-Mer, où a été menée la première permanence architecturale démonstratrice sur un quartier voué à la démolition, à côté des grandes opérations de renouvellement urbain, et où l'idée était de travailler main dans la main avec le bailleur social en vue de travailler sur l'appropriation du logement social contre l'uniformisation de production du logement à partir des ressources matérielles et immatérielles du territoire, c'est-à-dire les compétences habitantes et le déjà là, qui est notre architecture, celle dont on hérite, et qu'il va falloir petit à petit réparer, reprendre en main pour travailler sur sa réversibilité. Sur la question du logement, il y a aussi quelque chose de fondamental, c'est que nos modes d'habiter ont changé. Et malheureusement, le logement social répond toujours à des typologies types qui ont été complètement bouleversées. Et bien souvent, on a zoné les logements, on a zoné la ville. Et donc, on ne peut plus aujourd'hui produire du logement sans penser la question du travail, de la mobilité, des loisirs, de faire avec, faire pour, et des lieux aussi notamment de vie associés à la question du logement. Et donc la permanence architecturale va permettre d'habiter le site même du projet, de fédérer tous les acteurs concernés, c'est-à-dire que pour travailler avec le social, il n'y a pas qu'un... Je m'entends en écho. Je continue quand même. Il n'y a pas que la gestion technique, mais il y a aussi la gestion locative. Et donc, la permanence architecturale va permettre de fédérer la gestion locative directement avec la gestion technique, mais de fédérer aussi les missions locales, Pôle emploi, le plan local d'insertion, en vue peut-être de faire en sorte que le projet de rénovation qui participe aussi à la réactivation d'un modèle économique sur le territoire, puisse véritablement servir les entreprises locales, casser aussi les appels d'offres classiques avec les majors de BTP et faire en sorte de révéler peut-être de petites entreprises, de lancer de plus petits appels d'offres sur de petites opérations, de favoriser l'artisanat local, de peut-être repenser nos filières de production du logement, mais aussi nos filières de matériaux concernant la rénovation du logement et du logement social en fonction des territoires. Donc tout ça, la permanence va permettre aussi de faire en sorte de lever, de redonner une identité territoriale à l'objet construit ou à l'objet rénové, en évitant l'uniformisation de la production et en faisant travailler les compétences et les savoir-faire locaux. Donc pour moi, c'est toute une chaîne. La permanence architecturale va permettre de répondre de façon systémique aux côtés du commanditaire et des élus, en vue de promouvoir justement le droit à l'expérimentation autour de ce trio d'acteurs qui est l'élu, l'opérateur et la société civile. Aujourd'hui, la société civile sur le projet de Boulogne et ce sont les habitants, mais aussi tous les acteurs qui peut-être ne se sentaient plus concernés par ce petit bout de rue qui était devenu une zone de non-droit, et leur permettre de retrouver dans cette rue une occasion d'œuvrer à côté de la question du logement. Le savoir habiter n'est pas donné à tout le monde. Il faut aussi accompagner les locataires dans la fabrication et dans la rénovation de leur propre logement, monter des chantiers écoles avec ceux qui seraient désireux de retrouver un travail et une qualification. Et pour ça, la permanence architecturale permet de faire une cartographie des acteurs du territoire tout entier qui pourraient œuvrer à la rénovation de ce logement et permettre une production de la ville beaucoup plus sociétale, systémique et une réactivation de nos démocraties locales. Ça, c'est très important pour moi.
Donc c'est aujourd'hui cette méthodologie, on essaye de la promouvoir au sein de la Preuve par 7, un dispositif qui est soutenu par le ministère de la Cohésion des Territoires, de la Culture et la Fondation de France, en vue justement de documenter et de lever les expérimentateurs, c'est-à-dire les opérateurs qui se prennent en main aujourd'hui et qui ont décidé d'innover, en tout cas d'expérimenter, puisqu'aujourd'hui on ne peut plus faire la ville comme on l'a fait jusqu'à présent et qu'on est bien obligé déjà de se ressaisir de notre patrimoine abandonné, déshérité, qu'il va plus falloir réparer que démolir, et qu'on a l'occasion aujourd'hui, en étant en permanence et en faisant levier tous ensemble et en accompagnant la fédération d'un territoire tout entier, à participer à la, on va dire, à la réidentification de la commande publique en lien avec les besoins, les envies, les désirs, les savoir-faire d'un territoire. C'est-à-dire éviter de laisser la question de la production de la ville au savoir-faire d'experts, mais bien se ressaisir du fait qu'aujourd'hui, tout le monde vit la ville, tout le monde est habitant, l'opérateur, le maire, le citoyen. Et donc, on doit tous ensemble réfléchir à la façon dont on peut réhabiter nos territoires. Et sur la question du logement social, il me semble fondamental, puisqu'on le voit bien sur les opérations de renouvellement urbain, que peut-être le locataire a trop été laissé de côté, que peut-être qu'on a privilégié la démolition au lieu de privilégier la réparation, et qu'on a l'opportunité aujourd'hui de faire avec toutes ces compétences, et surtout de se dire que c'est aussi la commande publique, la commande de rénovation, c'est aussi un formidable alibi et allié pour pouvoir mettre en scène tous ces acteurs. Et quand je dis mettre en scène, c'est vraiment une alternative à ce que j'appelle la concertation citoyenne, qui bien souvent ne marche pas puisque le projet est déjà ficelé en avance et laisse que des derniers choix minimes aux locataires ou aux citoyens. Là, l'idée est bien de construire en amont. Donc la permanence architecturale, elle se tient sur le temps long et elle fait levier à chaque fois, à la fois comme assistante à la maîtrise d'ouvrage, comme maîtrise d'œuvre et comme maîtrise d'œuvre de chantier, pour faire en sorte que de nouvelles formes d'entreprises, de coopératives puissent se saisir de ce chantier en vue de faire travailler aussi les populations qui sont sur le territoire et qui auraient envie de se redonner une liberté de faire. On a des dispositifs aujourd'hui comme Territoire Zéro Chômeur qui peuvent servir ces projets de renouvellement urbain et de rénovation du logement. Et donc, voilà ce que je peux dire en gros. L'idée est de vraiment retisser les liens sur la question de l'appropriation. Ensuite, il y a quelque chose qui me semble très important, c'est que la question du logement ne se contente pas à la question de l'intimité, mais c'est aussi comment le logement correspond aussi aux façons de travailler dans la ville, à un territoire et aux besoins territoriaux. Et donc, c'est pour ça qu'il faut élargir le cercle des gens autour du logement social. Il y a des écoles, il y a des institutions publiques, il y a des médiathèques, il y a des bibliothèques, il y a le CCAS, il y a la mission locale, etc. Et il faut fédérer tous ces acteurs en vue qu'ils puissent accompagner un sujet autour de la rénovation du logement. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Donc, construire une cité de chantier sur le site même du projet est importante. Retrouver peut-être de petits ateliers publics d'urbanisme social et citoyen qui permettent de fédérer tout le monde et la population et les rendre véritablement acteurs de leur vie et de leur destin en leur permettant d'être le premier occupant, donc le premier à avoir une vision positive en tout cas de l'appartenance et l'entretien pour le logement. La question de la participation acteur des habitants dans le logement, c'est aussi la question de la responsabilisation et donc derrière de la gestion et de l'appropriation, ce qui permettra aux bailleurs d'être derrière plus en lien avec ses habitants et aussi plus en confiance avec le fait que si l'occupant s'est complètement senti participant dans l'appropriation de son logement, dans l'aménagement intérieur de son logement, dans la façon dont il pouvait continuer de s'approprier contre l'uniformisation, alors il sera le premier gardien de ce logement et pourra faire vivre aussi les espaces adjacents au logement, la rue, les espaces de vie, les tiers-lieux à côté, reprendre les rez-de-chaussée d'immeubles, redonner ses gestions, etc. Donc pour moi, il y a une vraie question sur la gestion habitante qui peut être une nouvelle responsabilisation dans la façon de rénover le logement social et de permettre à tout le monde de participer à son lieu de vie et à son projet de vie. Alors voilà, vous voyez des photos de Boulogne-sur-Mer un peu qui ont démontré le chantier avant-après. Le choix, nous avons fait participer un certain nombre d'acteurs, notamment sur l'architecte ne peut pas tout faire, donc on s'est aussi saisi de ce qu'on appelle le chantier acte culturel en faisant œuvrer d'autres disciplines. On a rassemblé une coloriste, une designer, quelqu'un qui va s'occuper du choix des couleurs et des papiers peints avec les habitants,
Et chacun a pu poser lui-même, faire de l'autofinition sur son logement quand il n'avait pas envie qu'une entreprise vienne à l'intérieur. Et on a fait donc des fiches techniques maison par maison, et chaque maison est différente et correspond aux besoins et au savoir habiter de l'habitant, et la question de sa famille, de la composition du foyer, de la façon dont il se chauffe, de la façon dont il vit, dont il travaille, etc. Je suis peut-être... Et pour vous, Sophie, comment s'est passée cette première expérience avec les locataires? Fabuleuse, puisqu'on a vécu ensemble un chantier. Elle a duré 3 ans. Donc moi, j'ai habité une de ces petites maisons. C'était 60 petites maisons en bande à côté d'un grand projet de renouvellement urbain à Boulogne-sur-Mer, sur le quartier du Chemin Vert. J'ai habité une de ces petites maisons qui était désaffectée, qui était vacante. Je l'ai rénovée d'abord pour montrer que l'architecte était aussi en capacité de rénover et en faire peut-être une maison témoin, pour montrer la manière dont on allait la rénover. On a lancé un premier chantier école suite à cette rénovation. Et ensuite, on s'est fédérés. On a travaillé ensemble. Moi, j'ai fait un état des lieux techniques et humains de toutes ces personnes qui composaient cette petite rue, de leur façon de vivre et d'habiter, de la composition familiale. Je travaillais main dans la main avec la gestion locative pour travailler aussi sur l'augmentation des loyers pour certaines familles et non pour d'autres, en fonction des revenus et des moyens. On a travaillé sur les savoir-faire de chacun pour pouvoir faire leur CV, et on a été accompagné par le plan local d'insertion et Pôle emploi pour qu'elles puissent œuvrer à l'amélioration de leur logement, trouver une qualification et être payées pour le faire. On a recréé du lien entre les familles, et donc ça a été une aventure déjà humaine fantastique. Ça a permis aux bailleurs sociaux, à des toutes petites entreprises de répondre, puisqu'on a fait 60 CCTP pour 60 maisons, avec 60 projets complètement différents. On a cassé les 5 typologies types qu'il pouvait y avoir dans la rue, pour qu'elles puissent correspondre à ces modes d'habiter. Même s'il y a du turnover dans le logement social, je ne crois pas à l'uniformisation. Si on aime, quand on est propriétaire, on aime aussi se réaccaparer une maison qui a eu une trace, qui a eu la trace d'un passé, une trace de vie. C'est pareil pour le locataire. Donc il ne faut pas qu'on ait peur de travailler sur l'appropriation et de permettre à chaque locataire de se sentir bien chez lui. Et après, cette maison sera reprise par un autre. Et c'est ça l'histoire de la trace de nos civilisations et de la construction de nos villes. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, dans les années 60, on a produit massivement parce qu'on en avait besoin. On a standardisé parce qu'on en avait besoin. Mais aujourd'hui, il faut qu'on assume ce passé et qu'on puisse se dire qu'on est en capacité de, par exemple, travailler autrement à la réparation de tours, de collectifs, et peut-être se dire qu'il n'y a pas que du logement social. On peut avoir du logement social avec du logement étudiant, du logement, faire des logements intergénérationnels, retrouver des rez-de-chaussée actifs, des rez-de-chaussée qui sont gérés par les locataires et par d'autres citoyens, retrouver des espaces de vie et de loisirs peut-être en plein milieu de ces tours de logement. Je sais qu'il y a des beaux exemples chez Aquitanis de ce côté-là. Il faut absolument qu'on travaille à ces nouvelles façons d'habiter et de gérer et de produire du logement social tous ensemble. Donc pour moi, c'est une expérience fondatrice, Boulogne-sur-Mer, puisqu'elle est démonstratrice et qu'elle a prouvé qu'on pouvait faire avec peu de moyens. On était à quand même 3,6 millions pour 60 maisons, ce qui correspond à 38 000 € par maison, 400 € du mètre carré, ce qui correspond au prix de la démolition dans une opération de démolition-reconstruction. Donc ça veut dire qu'on a su faire avec peu de moyens, et la force active des habitants, la participation active, parce que j'étais sur le terrain, parce que les réunions de chantier se faisaient tous les jours avec le bailleur social, la gestion technique, la gestion locative, les entreprises, les artisans, les locataires. On ne revenait pas toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines pour dire « Ah là, ça foire, là, machin ». On aurait uniformisé si on faisait ça de façon téléguidée sur un territoire où on n'habitait pas. Donc le fait d'habiter le site même était fondamental pour faire cette opération. Sophie, vous êtes repassée dans le quartier. Oui. Aujourd'hui, comment il a évolué? On va pas changer tous les habitants. Par contre, s'il y a une leçon à Boulogne-sur-Mer qui pour moi est fondamentale, c'est que voilà, le savoir habiter n'est pas donné à tout le monde. Et je prends toujours cet exemple quand on travaille avec un locataire qui a par exemple le syndrome de Diogène et qui accumule des choses chez lui. Et l'architecte ne suffit pas, le bailleur non plus. Donc il faut absolument se ressaisir de nos institutions sociales, de santé, et faire corps sur ces sujets-là. Le sujet du logement social et du savoir habiter, c'est quelque chose qui s'accompagne. Et je pense que c'est la leçon que j'ai apprise de Boulogne-sur-Mer, c'est-à-dire que les gens qui ont des gros problèmes de santé, on ne va pas pouvoir les régler. Mais par contre, il faut absolument mettre en synergie nos institutions sociales et de santé, travailler sur des questions de santé mentale qui sont fondamentales dans des quartiers vraiment très précaires. Donc moi, j'ai continué à travailler sur ce schéma-là à l'Hôtel Pasteur à Rennes, sur la programmation ouverte avec l'hôpital psychiatrique et l'équipe mobile précarité et psychiatrie. On continue de faire ce travail-là avec Patrick Bouchin et la chaire de Cynthia Fleury de philosophie à l'hôpital, parce que je pense que la question du logement social ne concerne pas
que la question de la construction, mais c'est bel et bien comment on s'intègre dans la société, comment on est dans la ville, comment on travaille et comment on se sent bien. Et donc, toutes ces questions, et notamment on l'a vu suite au Covid, autour des questions d'isolement et de problématiques de santé mentale, aujourd'hui, elles sont grandissantes et elles sont partout. Elles ne sont pas que sur la question des locataires du logement social, mais elles changent, c'est toutes les classes de la population. Et il faut s'en saisir. Et donc, il faut peut-être la permanence urbanistique et architecturale qui travaille sur le temps long à côté des opérateurs va permettre justement de fédérer tous ces acteurs pour faire en sorte que le projet soit systémique. Donc, Boulogne aujourd'hui vit très très bien, mais par contre on sait qu'il y a un travail énorme à faire sur la question de la rénovation participante, en faisant en sorte d'associer des acteurs beaucoup plus réflexifs et qui accompagnent les populations aussi dans la façon d'habiter et de continuer à vivre à côté de leur logement. Et pour vous, Sophie, si on devait trouver un point clé pour une réussite d'une permanence architecturale, ça serait quoi pour vous? La confiance. La permanence architecturale ne peut pas se faire sans la confiance de l'élu, de l'opérateur. C'est la base, c'est la clé. Donc la confiance et habiter sur le territoire. Redevenir maître, on est habitant, il faut redevenir maître aussi, comprendre, connaître les besoins, les envies et valoriser les forces vives, faire ce que j'appelle une levée de terrain. Et pour ça, la confiance, c'est la clé. Et se redonner le droit d'expérimenter. Donc c'est la confiance, le droit d'expérimenter, ce qui équivaut au permis de faire. Ok, merci infiniment, Sophie, pour cette lecture et cette invitation tout est possible, en fait. Ah, bien sûr, j'ai envie de dire, les seules limites sont celles qu'on se donne. Ouais, mais il faut le faire ensemble. C'est-à-dire qu'il faut se faire confiance, ne pas avoir peur, se redéléguer nos responsabilités. On est tous responsables. Donc c'est aussi cette responsabilisation collective et cet engagement collectif qu'on doit mettre au service de la fabrique de la cité. Donc je retiendrai ensemble et confiance. C'est très bien. Si on devait résumer... droit d'expérimenter, j'y tiens aussi. Oui, non, mais droit d'expérimenter, c'est la base. On est bien d'accord. Merci infiniment, Sophie. Donc, vous restez en ligne. On va passer maintenant à Adrien. Adrien Gros, directeur de l'aménagement urbain Aquitanis, bailleur social à Bordeaux. Bonjour. Adrien, vous nous entendez? Très bien. Vous m'entendez? Super, on vous entend parfaitement. Eh ben, c'est parfait. Merci de votre invitation. Alors, je me suis mis dans une salle qui est en train de préparer un petit peu de régie, donc il peut y avoir quelques perturbations. Donc, on est un peu cousins d'Est Métropole et du coup, on est assez ravis de pouvoir témoigner. Puis, ça fera écho à ce qu'a présenté Sophie, sachant que du coup, je vais pas m'attarder sur les opérations qui sont un peu de la même nature, parce qu'on travaille aussi avec d'autres confrères de Sophie de l'école Construire ou en tout cas de l'école Bouchien. Je voulais commencer par quelques chiffres quand même pour essayer du coup de remettre ça en relation avec la question de l'impact que le secteur du bâtiment a sur la planète et de se redonner quelques chiffres des émissions que ça génère. Ça, c'est les émissions en France par rapport à l'ensemble des émissions ou la part de déchets par rapport à l'ensemble des déchets. Et donc, on voit un peu la responsabilité qui pèse sur nous tous. Et donc, notre volonté en tant que bailleur, et je vais vous dire quelques petits mots juste sur comment on prend un peu les choses avec les images qui suivent, c'est de se réapproprier ces trois éternels cercles du développement durable, avec ce qui est important sur cette image, c'est que le projet de vie des habitants, il doit rester au cœur de notre action. Et donc, si on déploie un peu les trois axes, le premier étant celle ce qu'on appelle l'habitat essentiel, ou en tout cas comment on revient, ou comment on se bat aussi contre ce dogme du progrès technologique qui nous sauverait tous, et de revenir à des choses un peu plus simples. Le progrès, c'est aussi de la consommation d'énergie. Le progrès, c'est aussi de la difficulté de gestion. Je crois que l'ensemble des bailleurs aussi est aujourd'hui assez convaincus que les réponses, elles sont d'abord de rendre l'habitant, enfin en tout cas d'être sur une logique d'habitant intelligent plutôt que de bâtiment intelligent.
et de revenir à des choses très essentielles qu'on a peut-être oubliées, d'ouvrir quand il fait chaud, de fermer quand on veut profiter du rayonnement, en tout cas de s'exposer au sud quand on veut le rayonnement du soleil, et donc de travailler plutôt l'enveloppe et de revenir à des matériaux aussi, surtout qui sont ceux du territoire. Vous voyez en bas un peu de ce qu'on fait à Biganos avec la terre crue, avec le bois, donc de faire revenir ces savoir-faire ancestraux qu'on a oubliés pendant les 30 Glorieuses et l'avènement du ciment. Donc ça, c'est un peu forcément lié à notre cœur de métier. La valeur suivante, c'est celle qui est liée à la nature. C'est assez évident sur la question de la biodiversité, mais pas que. Ce qui nous intéresse aussi, c'est la question de l'alimentation. On a des publics dans l'habitat social qui ont des paniers restreints et qui sont malheureusement amenés à pas pouvoir bien consommer ou à pas pouvoir bien s'approvisionner en produits de qualité. Voilà, donc le VRAC, l'association VRAC que vous connaissez bien dans l'Est, on l'a fait venir à Bordeaux, et puis on essaye, voilà, c'est la question finalement du retour à la terre un petit peu, et de savoir qu'est-ce qu'on peut en tirer, et que les boîtes de conserve ne poussent pas sur des arbres, pour le dire un peu trivialement, vous m'excuserez. Et puis enfin, le dernier point, et je pense que c'est le plus central, et c'est celui sur lequel je voulais un petit peu témoigner aujourd'hui par rapport à la façon dont on produit ou des programmes d'habitat, c'est que on ne peut pas imposer cette question de la réponse écologique, et que quand on travaille beaucoup avec les futurs locataires, avec les accédants, avec les riverains dans des projets d'aménagement, et c'est pas tant pour le fait de dire, c'est pas que pour dire vous avez une part dans la conception des choses, dans la décision de ce qui se fait à côté de chez vous, de ce qui se fait pour votre habitat. C'est aussi de se rendre compte que à la fois ça crée de la communauté, et deuxième point, de la communauté d'action, c'est-à-dire quand on invoque et quand on met autour de la table l'ensemble de ces personnes, de ces habitants, de ces futurs habitants, ben on a des gens qui démontrent un engagement très fort, et un engagement notamment écologique, et qui nous poussent aussi à répondre très fortement sur ce sujet-là. Et j'y reviendrai, c'est ça qui nous intéresse aussi dans cette question de ce qu'on a appelé la compétence habitante, le pouvoir d'agir. C'est aussi de rendre concret cette question de la réponse écologique indispensable. Donc, je voulais juste vous montrer 2-3 projets un peu pour illustrer ce propos-là. Une des premières expériences qu'on a fait autour de cette question de l'habitat participatif, c'est une opération à la Bastide, et l'idée étant de revenir sur des plateaux libres. Vous avez ici quelques images, le programme est réalisé, donc on a une 14 logements qui sont conçus avec un noyau central, et avec autour de ce noyau central qui regroupe donc les fluides, la cuisine, la salle de bain, tout un tas de variations de cloisonnement, soit fait par des cloisons en bois, soit fait par des meubles, mais qui laissent la possibilité à chaque locataire, avant l'attribution, de composer aussi son logement, et donc d'être un peu plus acteur de son lieu d'habitat. Et on a prolongé du coup ce dispositif-là sur un autre programme qui, là, cette fois-ci, a l'avantage d'être en ossature bois, sur des modes constructifs qu'on a développés pour essayer d'industrialiser une production en bois. Ça s'appelle Sylvania. Et là encore, même principe, logement traversant. L'espace extérieur est mis à profit d'une augmentation du salon. C'est pour ça qu'il n'y a pas de balcon sur cette opération. Et toujours la possibilité pour les locataires de s'approprier très différemment leur logement. Ça veut dire aussi bien le moment où ils arrivent, c'est-à-dire qu'ils ont un besoin à l'instant T, que plusieurs années après, quand ils ont des évolutions, un enfant qui part, un enfant qui arrive, etc., pour recomposer à souhait leur logement. Et puis on a poussé le curseur encore un peu plus loin, en se disant que finalement le logement participatif, c'était peut-être pas que ça ne devait pas être que l'affaire de l'accession sociale à la propriété. C'est un peu ce que disait Sophie, et donc on s'est lancé sur un programme locatif participatif à Grand Parc. L'opération s'appelle Locus Solus. Et donc on a proposé finalement à un certain nombre d'acteurs de locataires du Grand Parc de s'engager avec nous pour se dire construisons ensemble votre résidence de demain. On a 46 logements, on a embarqué une vingtaine de personnes qui ont conçu sur une base poteau-poutre l'ensemble de leur logement et l'ensemble des espaces communs qui vont avec. Par exemple, typiquement, je parlais tout à l'heure de cette question de l'engagement écologique. Il y a eu le débat des toilettes sèches sur cette résidence il y a 5 ans, quand on a commencé le travail avec les locataires.
qu'on a un peu laissé de côté pour des raisons, je pense, de pratique et de n'était peut-être pas vraiment prêt à Aquitanis à gérer ça. Et puis, je pense qu'il y avait des avis assez contrastés dans le groupe. Finalement, ce qui nous intéresse là, donc, vous voyez aussi quelques images pendant le chantier pour montrer que c'est pas tant la question de la matérialité qui nous intéresse, et de vous choisissez où est la chambre, où est la porte, ou même vous choisissez, vous avez un choix sur des espaces extérieurs, sur des espaces communs. On a une petite ferme urbaine, on a 500 mètres carrés de potager partagé, on a un petit poulailler, on a une salle commune. Ils ont aussi souhaité mettre un logement qu'ils utilisent, enfin une chambre partagée qu'ils utilisent soit pour accueillir leur ménage, soit soit pour accueillir leurs amis, leur famille, mais aussi ils s'en sont servis pour héberger aussi des gens qui étaient en grande difficulté. Et ce qui nous intéresse là, c'est pas tant du coup, j'y reviens sur la question de la conception de la matérialité, mais bien du groupe qui se crée et de la communauté qui se crée. Et ce qu'on constate finalement, c'est il y a autant de richesse qui est produite dans justement cette solidarité, cette relation entre les gens, que du choix réel, que du simple choix de décider comment on habite ou comment on veut habiter son lieu. Donc ça, c'est sur des programmes d'habitat. Et finalement, ce qu'il y a en trame de fond, c'est de se dire qu'on n'est plus on fournit pas un service. Le logement n'est pas un bien de consommation. On essaie de revenir du consommateur à l'acteur. Et tous ces espaces communs, derrière, ils engagent une autogestion aussi. C'est-à-dire que le bailleur, nous, on sort de tout ça, on n'y est plus. On peut réguler éventuellement, parce qu'il y a un groupe à animer, à tenir, il y a des espaces à gérer, donc ça nécessite une certaine organisation qui, des fois, peut être plus compliqué aussi au gré des rotations ou de l'épuisement de certains qui peuvent porter certains sujets. Mais l'idée, c'est que cette petite communauté de 46 ménages vivent d'elles-mêmes, voire même prennent en charge un certain nombre de choses qu'on avait l'habitude de prendre en charge en petites réparations et choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de tirer un petit peu maintenant sur les phases de gestion. Je voulais ouvrir juste à la fin de mon propos aussi sur une échelle un peu différente, qui est celle de l'aménagement urbain, puisqu'on est à la fois bailleur et à la fois aménageur, et pour vous dire en tout cas qu'on essaye aussi de transposer ces mécanismes-là sur des plus grandes échelles, alors des plus grandes échelles au sens du territoire, c'est-à-dire là, vous voyez là, une friche d'un écoquartier qui va accueillir 800 logements à La Rochelle, qu'à la fois sur des échelles de temps, puisqu'on sait que ça se déploie sur 10-15 ans, et fort des enseignements aussi qu'on a sur le micro et sur cet habitat, on essaye de transposer ça, et c'est l'image d'après, et je finirai là-dessus, pour se dire qu'on arrête de concevoir les choses avant de s'être posé la question de ce qu'on voulait faire, et d'avec qui on voulait le faire, et de pour qui on voulait le faire. C'est-à-dire que la production urbaine habituelle, elle part plutôt de la droite aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on spatialise, on conçoit, on pose les espaces publics, on pose les bâtiments, et puis après, on concerte, on regarde, on fait réagir sur des plans, et puis enfin, c'est moins le cas, mais ça a été longtemps le cas, on s'interroge sur les conditions de durabilité du projet urbain qu'on a déployé. On essaie de renverser tout ça, en reposant la question de l'écologie urbaine en premier. Quelles sont les conditions de l'écologie d'un nouveau quartier de 800 logements à La Rochelle? Quel engagement on produit des habitants qui veulent le vivre demain? Et on engage tout de suite des programmes d'habitat participatif, ou en tout cas on tend à ce que les 800 logements aient un degré de participation, peut-être différent en fonction des programmes, mais un degré de participation qui nous permet tout de suite d'embarquer des futurs habitants, au-delà des riverains et des habitants existants dans l'environnement, pour travailler ensemble ce projet qui donne enfin lieu à la spatialisation à la fin, puisque finalement ce qu'on crée, ce n'est pas des lieux matériels, mais ce sont des lieux habités, et donc de revenir aussi à l'humain. Donc voilà un petit peu ce que je voulais peut-être vous dire. C'est très partiel par rapport à tout un tas de choses qu'on teste, qu'on expérimente sur des programmes de réhabilitation, notamment sur des programmes de gestion. Et il me semblait important de rappeler sans doute ce point central, qui est que
on est quasiment sûr que la réponse écologique, elle ne viendra pas de l'État, des collectivités, des labels et d'un truc qui vient d'en haut. Elle aura plus de force si elle vient d'en bas. Et c'est ça qu'on s'attache à travailler en mettant autour de la table, enfin autour du berceau de chacun de nos projets, les habitants qui soient autour ou dedans demain dans les projets neufs. Merci beaucoup, Adrien. Merci beaucoup. Je vois que vous avez commencé en petit au niveau de la résidence, des logements, après de la résidence, et là, de tout un quartier. Donc, le bilan est positif. Qu'est-ce qui a été plus difficile? Quelles sont les erreurs à ne pas faire, à ne pas répéter? C'est toujours difficile puisque quand on se lance sur un programme d'habitat en locatif participatif, on se heurte quasiment à toutes les règles de production habituelle du logement social, et la question de l'attribution, pour commencer, ça fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on n'attribue pas normalement un futur logement 3 ans avant ou 2 ans avant qu'il soit construit. Les commissions d'attribution, elles se font au moment où, enfin, quelques semaines ou mois avant que le logement soit livré sur un objet qui est défini, on le fait visiter, etc. Et en plus, l'attribution est regardée au regard des plafonds de ressources des gens et de leur situation au moment où ils entrent dans les lieux. 2 ans avant, ils n'ont pas forcément la même situation qu'au moment où ils rentrent dans les lieux et au moment où on attribue réellement le logement. Donc il y a tout un travail qui est fait pour essayer de tordre tout ça. Typiquement sur Locus Solus, par exemple, on a les mêmes trames en plus et en PLAI, et on a la moitié seulement des habitants embarqués. C'est-à-dire que si les personnes changent d'un plus à un PLAI, donc changent de mode, en gros, leur plafond de ressources évolue pour le meilleur ou pour le pire en fonction, on a la capacité de les garder dans l'histoire et juste de déplacer le financement d'un logement à l'autre. Donc on est obligé de réadapter tout. Donc la difficulté, il me semble qu'elle est là. Ouais, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui est déterminant? Je pense que c'est avant tout l'engagement et l'engagement dans le temps. C'est-à-dire que si ces programmes-là réussissent, c'est parce qu'à un moment donné, tous les métiers arrivent à trouver une énergie commune et pour trouver des solutions, quoi. Et ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait aucun chaînon qui décroche pour une raison ou pour une autre, parce qu'il y a une difficulté juridique, parce qu'il y a une difficulté technique, parce qu'il y a des processus qui posent question. Voilà, donc je pense que c'est ça, je dirais, le plus gros enjeu pour nos organisations. Par contre, ce qu'on en retire derrière, c'est très précieux parce que c'est un déplacement professionnel. C'est-à-dire qu'on bouge les métiers, on ne fait plus le même métier, on ne fait plus que gérer des logements. La relation locataire, elle est complètement différente, la relation à la communauté. La gestionnaire de site qui a travaillé sur ce dossier-là, qui est après en plus venue qui a changé de métier, qui est venu vers l'aménagement, dans mon équipe, j'ai mis à peu près 2-3 ans à la faire prendre de la distance pour dire maintenant le groupe y vit et tu les laisses. Voilà, donc elle y reste personnellement impliquée. Donc c'est des histoires humaines qui se créent, et en plus ça crée une valeur supplémentaire. Je crois qu'aujourd'hui il y a une vraie quête de sens de ce qu'on produit, de ce qu'on fait, au regard des chiffres que je montrais tout à l'heure, mais pas que. Il me semble que c'est dans nos organisations un peu anciennes, des fois un peu bureaucratiques, une façon aussi de retrouver du sens. Et Adrien, pour vous, est-ce qu'il n'est pas trop difficile de concerter 100 projets? Enfin, en fait, est-ce que c'est pas plus difficile de concerter quand on a déjà un projet? Pourtant, tout le monde le fait aujourd'hui. C'est un peu ma question. Ouais, ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est ce que disait Sophie, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'on part on part forcément dans des processus où il n'y a pas l'assurance habituelle de l'image. Pour un élu, par exemple, sur Locus Solus, typiquement, il ne sait pas sur quelle image on va, il sait que tout ça va se construire avec. Et oui, ça bouscule un peu des habitudes, donc je dirais que c'est plus, facile, au contraire, de concerter quand on n'a rien. Il n'en demeure pas moins qu'il faut quand même fixer un cadre et que chacun a son rôle, et qu'il y a des questions quand même
technique, structurelle d'un bâtiment qu'il faut gérer, d'où d'ailleurs ce squelette que vous avez vu sur Locus Solus qui est très tramé, de dalles poteaux-poutres, etc. Et après, quel cadre on donne justement, de quel degré de liberté on donne à chacun. Non, je pense que c'est même plus facile de concerter quand on a une page blanche. Par contre, c'est plus compliqué pour chacun de retrouver son assise professionnelle ou son assise institutionnelle en fonction d'où il se place, parce qu'on avance un peu plus les Très bien. yeux. Merci beaucoup, Adrien. De rien. Je vais proposer maintenant à Jean-Pierre de venir nous rejoindre sur le plateau. Voilà, donc Jean-Pierre Arzac, locataire sur la commune de Saint-Priest. Ah, attendez, on va juste vérifier que le micro marche bien. C'est bon pour vous? Essayez, Jean-Pierre. Bonjour. C'est bon. Peux... Ok. Bonjour à tous. Donc, je suis locataire d'Est Métropole Habitat depuis déjà quelques années dans un secteur de Saint-Priest. Et je viens d'entendre ces reportages qui me vont droit au cœur parce qu'on parle de la concertation. Et la concertation, c'est quelque chose qu'on attend depuis des années. Par exemple, quand un bailleur décide de rénover un logement, pas forcément qu'un logement, mais un immeuble entier, je crois que ça serait bien quand même d'associer aussi les locataires, car ce sont les derniers maillons de la chaîne, ce sont eux qui vont utiliser ces logements. Donc je pense qu'ils ont un mot à dire, pas leur mot, mais au moins un petit mot à dire pour... voilà, donc ça pourrait se faire de manière différente. Dans un premier temps, on peut demander aux locataires par une formule papier dans les boîtes aux lettres ou du projet initial qui va se réaliser. Et deuxièmement, ça laissera du temps aux locataires un petit peu pour voir ce qui va se faire. Et dans un deuxième temps, faire une réunion d'information plus poussée avec peut-être des architectes, peut-être les bailleurs, bien sûr. Et puis, comme on ne peut pas faire des réunions à 60 personnes, après, avec les architectes ou avec les donneurs d'ordre, de désigner, suite à ces réunions, un référent ou plusieurs référents qui serviront d'interlocuteurs entre... Oui? Ah, d'accord. D'accord, ok. Ah, oui, donc je ne suis pas... Voilà, c'est réglé. Voilà, donc oui, ça serait bien d'avoir un ou plusieurs référents, mais on ne peut pas faire des grandes réunions à 60 personnes, parce que vous savez comment ça se passe. Hein. Donc ça, c'est au niveau de la concertation. Maintenant, on a un exemple de concertation qui a été réussi sur le secteur de Bel Air 3. Il y a quelques années, on a eu la chance aussi de voir le bâtiment se construire où on n'était pas tributaire du foncier à l'époque. Donc il y a énormément de place entre les bâtiments, des espaces verts, des grandes places, ça a été magnifique. Mais le bailleur de l'époque a un petit peu oublié qu'il fallait entretenir ça. Donc on s'est retrouvé au centre de ce secteur de Bel Air 3 avec des immeubles magnifiques, mais des espaces verts abandonnés, une grande place, l'espace Léon Blum, qui s'est retrouvé malheureusement avec des rodéos, avec toutes sortes d'incivilités. Et un petit groupe de locataires se sont dit, bah non, on ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Donc on a décidé de se réunir, j'en faisais partie, on a décidé de se réunir et puis d'avertir le bailleur en disant qu'est-ce qu'on peut faire de cet espace, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, au fil et à mesure des réunions, le bailleur a quand même compris qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, ils ont lancé une opération. Alors, il y a eu un appel d'offres. Il a fallu trouver un financement. Et on avait désigné 5 ou 6 personnes, des locataires du quartier qui étaient à proximité de cet espace. Et donc, régulièrement, on s'est réunis. On a discuté avec les architectes. On a fait refaire les plans à plusieurs reprises parce qu'il y avait des choses qui ne nous convenaient pas. Et puis, à la fin, ça a été un succès parce que vraiment, on a aujourd'hui un espace qui est magnifique et qui est en train de tomber aussi un petit peu en désuétude. Il va falloir se retrousser les manches parce que
Bien sûr, il y a beaucoup de verdure, ça demande de l'entretien, ça a un coût, ça, on en est conscient. Mais voilà, ça a été un exemple de concertation réussie. Ça a duré quand même longtemps parce qu'on a mis pratiquement 1 an pour faire aboutir ce projet. Les architectes, on n'est pas techniciens, mais les architectes, des fois, n'ont pas voulu toujours nous donner raison. Mais on y est arrivé, on a fait quelque chose de bien. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Vous disiez, c'est vrai qu'on ne peut pas être à 60 oui, pour une réunion. Oui, pour faire si on veut avancer, parce que vous connaissez le système, je pense que tout le monde discute dans son coin et total, on sort de la réunion, on n'a pas avancé. Voilà. Est-ce que dans les petits groupes, vous sentez qu'il y a un peu toujours les mêmes? Est-ce que c'est oui, difficile oui, tout à fait, oui, parce que je parle pour l'exemple que nous avions, nous, à Bel Air 3, je crois qu'on doit avoir quelque chose comme 90 logements, mais pour réunir une dizaine de personnes, ça a déjà été difficile. Oui. Ouais. Est-ce que vous avez des pistes, vous qui habitez le quartier, comment impliquer des gens? Oui, par le bouche à oreille, hein, c'est le voisinage, c'est en discutant avec les gens, lui disant, tiens, là, il y a un projet qui va se faire, est-ce que tu veux participer un petit peu Donc déjà, les habitants qui sont engagés d'aller chercher voilà, aller chercher les autres. C'est enfin, notre rôle à nous qui sommes un peu plus impliqués dans cette aventure, c'est d'aller en chercher d'autres. Et malheureusement, c'est peut-être pas bien ce que je vais dire, mais de faire un tri aussi, parce que il y a des gens qui sont très gentils, mais qui veulent tout faire tout de suite. Donc il faut aussi tempérer les gens, parce qu'on ne peut pas réaliser tout et n'importe quoi. Voilà. Les idées, accompagner les envies et les projets. Oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est là aussi que le bailleur peut... Ah ben là, le bailleur, bien sûr, il a un rôle à jouer pour essayer aussi de motiver. Ce n'est pas que le problème des locataires. Hein. Voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit la locomotive pour lancer un projet. Voilà. Mais je suis persuadé qu'il y a peut-être peu de gens, mais il y a des gens qui aimeraient s'impliquer dans ces concertations. Et vous avez parlé déjà de pistes pour aller plus loin, donc que ce soit avant un programme de réhabilitation ou de construction, déjà d'informer, de demander la participation aux habitants. Comment on pourrait aller encore plus loin? Comment vous imaginez alors là, une concertation là, c'est difficile parce que, à part le bouche à oreille pour arriver à motiver quelques personnes, mais et puis après, dans les réunions, il faut dire, nous ne sommes pas compétents par rapport aux architectes qui, eux, sont contraints aussi avec plein de lois, plein de réglementations. C'est bien beau, le locataire va dire, ah oui, il faut faire ci, il faut faire ça, mais il faut connaître aussi la suite. Après, ce qui est intéressant, Jean-Pierre, c'est que vous avez aussi une expertise dans l'usage. Et quel que soit l'architecte qu'on choisisse, personne n'aura votre expertise. Oui. Et c'est peut-être ça qu'il faut qu'on arrive à faire ressortir dans nos temps de travail collaboratif pour que justement vous puissiez vous sentir à l'aise pour pouvoir exprimer vraiment l'usage et l'usage aujourd'hui, mais surtout avant tout l'usage de demain. Qu'est-ce que ces parties communes vous donnent envie de faire? Qu'est-ce que cette biodiversité autour de votre habitat vous donne envie de faire, éventuellement de participer à son entretien, à sa maintenance ou à sa création? Ça peut aussi, dans nos réflexions, peut-être se dire, vous me dites si on se trompe ou pas, hein, mais est-ce que, éventuellement, si on vous impliquait peut-être encore plus dans la conception, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une réunion publique, mais c'est peut-être de venir sur des journées complètes avec les équipes et rentrer un peu plus dans le détail pour se mettre vraiment à la place du quotidien des habitants dans la conception? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je vais vous dire même mieux, c'est que moi, personnellement, j'aimerais qu'il y ait un suivi de chantier, par exemple, dans une rénovation,
qu'il y ait une journée où on est un petit groupe de locataires, de visiter soit l'appartement témoin, soit le cours des travaux, en disant « Ah ben oui, mais vous avez fait ça, mais ça ne va pas coller ». Vous voyez, je pense que là aussi, le suivi de chantier est important. Et par exemple, ce que Sophie nous a présenté comme son expérience d'être parmi les habitants pour comprendre les besoins, vous vous projetiez quels échos, comment vous réagissez à ce genre d'expérimentation? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant, oui, mais voilà, mais il faut le vivre. Moi, là personnellement, voilà, c'est ça. Elle a vécu, elle a vu que c'était intéressant. Nous, on voudrait bien essayer de mettre des ça projets, vous plairait, ça vous des projets comme ça. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Non, mais là, il n'y a pas. Peut-être peu. Quelque chose, en général, on va au bout. Voilà. Eh bien, je vous remercie. La série des questions-réponses. Voilà. Jean-Pierre, restez, hein, parce que je pense qu'il y a des questions qui seront aussi pour vous. Hein. On va peut-être balayer les questions. Johanna, qu'est-ce que tu en penses? Ah bah tiens, justement, là, pour Jean-Pierre. Ok, oui, effectivement, bah c'est la question que tu as posée. Est-ce que vous seriez tenté de vivre une expérience comme Sophie Ricard a pu proposer en permanence? Donc ça vous aviez répondu. Alors, on va reprendre, parce que c'est vrai que vous êtes très nombreux à nous poser des questions. Ça, c'est vu. On pourrait peut-être poser une question à Sophie. Sophie Ricard, s'il est toujours avec nous. Je suis toujours là. Super, merci Sophie. Alors, oui, effectivement, j'ai une question qui est un peu précise, mais bon, je vais bien détailler. Le coût de la permanence architecturale est-elle compris dans le coût des 38 000 € au logement? Oui, alors j'ai mentionné tout à l'heure. Ah oui, non, mais vous avez raison, c'est très important. Alors, il y a plusieurs formes de permanence architecturale. À Boulogne-sur-Mer, c'était une expérimentation qui, effectivement, ne fait pas vivre gracieusement une agence. Mais par contre, on a coûté, c'était pas 7 que j'ai mis dans la réponse, mais entre 8 et 9% du budget travaux. Et la permanence a coûté 1,5%. Moi, j'étais jeune architecte, je sortais de l'école, j'étais en formation habitation à la maîtrise d'œuvre. Donc, je prétendais pas à un salaire mirobolant. C'était ma première opération. Et là, c'était vraiment le premier test qu'on a fait en France. Hein. C'était une première en France, cette permanence-là. Aujourd'hui, on en a fait beaucoup plus et maintenant, on l'accroche vraiment dans la commande publique et elle devient une méthodologie pour les agences. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir un staff aussi de jeunes architectes et de les confronter au terrain pour apprendre leur métier. Donc, pour moi, la permanence, elle est inclue dans le budget de maîtrise d'œuvre total des travaux et c'est une méthode, c'est une nouvelle façon de faire pour les agences. Alors, effectivement, on a une petite agence chez Construire, c'est pas des grosses agences, hein. On est dans l'artisanat pur et dur. C'est ce qui nous permet de faire des permanences architecturales et des projets d'expérimentation. Et moi, ça m'a fait vivre en tant que jeune architecte sur 3 années. Donc, j'ai vécu un projet de A à Z et j'ai été payée sur ces 3 années sur le budget total des travaux. Et là, en 2021, vous avez combien d'expériences déjà de réaliser? J'en ai une très belle qui a pris beaucoup de temps à l'Hôtel Pasteur à Rennes. Donc, c'était la rénovation et la réactivation d'une ancienne faculté des sciences désaffectée en plein cœur de ville, où là, je suis passée côté maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est ça qui est intéressant dans la permanence, c'est que Adrien le faisait très bien comprendre tout à l'heure. Il y a un changement de posture général dans tous les corps de métier. Et pour l'architecte aussi. Et donc, j'ai commencé par la mise en place d'une étude de FESA. Donc là, on était payé. J'ai commencé ma permanence architecturale pour réouvrir ce lieu aux besoins et aux envies de la population à Rennes en 2013 à la suite de ma permanence de Boulogne, parce qu'on a eu une subvention de la ville de Rennes et de la métropole à l'association Notre Atelier Commun, qui est l'association qui a montré Patrick Bouchin. Donc pendant 2 ans, j'ai été rémunérée par cette subvention en tant que permanence architecturale et comme j'ai rédigé la commande, que j'ai écrit la commande par cette permanence de programmation ouverte et que la délégation de mandat a été déléguée à l'aménageur, la SPLA Territoire Public, j'ai été missionnée à la suite par Territoire Public qui lui aussi s'est dit c'est super d'avoir en interne un chargé d'opération qui fait de la permanence architecturale. Et donc je suis passée côté assistante à la maîtrise d'ouvrage
pour rédiger l'appel d'offres de l'Hôtel Pasteur, être en même temps la directrice du lieu et de l'ouverture aux besoins et aux envies de la population. Et donc ce projet m'a pris 8 ans. Donc je suis restée 8 ans en permanence architecturale, mais en assistance à la maîtrise d'ouvrage et d'usage. J'en ai fait une autre à Saint-Brieuc sur un projet en rue où j'ai infiltré les services de la ville pour piloter un projet en rue qui n'a pas été jusqu'au bout puisque la convention était déjà signée. Mais pour moi, la permanence architecturale, elle peut aujourd'hui investir les institutions, et j'aimerais en faire une au sein d'un bailleur social. Ça me ferait vraiment plaisir, parce que je trouve ça intéressant de ne pas rester comme maîtrise d'œuvre, On prend note. Une posture et un savoir-faire. C'est une de nos idées, effectivement. Il y a une question, Sophie. Est-ce qu'il y a eu recours aux outils numériques dans la démarche participative mise en place et comment? Alors non, moi je crois d'abord, j'ai répondu, mais je crois d'abord au faire ensemble, à la main, à la production échelle 1. Donc on a fait des maquettes, c'est passé par la maquette, c'est passé par des plans, on était tous ensemble autour d'un objet. La maquette, c'est un outil formidable pour associer tout le monde, à la fois les artisans, les habitants, les techniciens, les opérateurs, les élus. La maquette parle à tout le monde, c'est un outil magnifique. Donc moi, il y avait un certain nombre de maquettes qu'on construisait tous ensemble dans la cité de chantier. C'est un très bon outil. Ensuite, il y a eu la dessin, il y a eu des films, il y a eu des photos, il y a eu des diagnostics qu'on faisait avec les habitants chez eux. Donc, tout le monde a participé en faisant concrètement de ses mains de façon pratique. Pour moi, c'est important. Ensuite, à Pasteur, on est en train de créer un outil numérique pour capitaliser ce qu'on appelle les externalités positives et l'économie contributive mise à disposition des citoyens dans la gestion d'un équipement public. Et là, on est en train de l'inventer. Mais je pense que pour la concertation, je ne crois pas aux outils numériques. Je crois d'être sur le terrain, être avec les gens, faire confiance, se rencontrer, se connaître et après travailler ensemble autour d'une table avec un certain nombre de matériel. Ensemble, comme vous disiez tout à l'heure, ensemble. Merci beaucoup. Une question pour Adrien. Comment vous prévoyez le budget? Donc, vous avez dit que pour ce genre de montage, il y a un budget qui correspond. Vous avez un budget spécifique pour une concertation renforcée? En tout cas, ce qui est évident, c'est que on essaye de... Enfin, à l'échelle d'une opération, cette ingénierie supplémentaire, c'est peu de choses. Sophie parlait d'un 1%, 1,5%. Quand on voit ce que ça génère après sur la qualité du projet, sur la vie que ça y produit, etc., etc. Enfin, il n'y a pas besoin les illustrations sont assez nombreuses. Quand on voit aussi, Jean-Pierre le disait bien, la demande systématique maintenant aussi des habitants, des riverains, d'être un peu engagés sur les projets, de pouvoir dialoguer, et du temps que ça prend, et du fait que les méthodologies, oui, c'est de l'ingénierie derrière, c'est de la présence sur des horaires variable, c'est des fois de la présence en continu quand on est en permanence. Effectivement, on ne peut pas travailler à 100 dans une grande salle plénière, donc ça veut dire des petits ateliers, ça veut dire des dispositifs, ça veut dire de la préparation. Tout ça, ça se paye. Et donc, il y a un engagement, il y a un engagement des maîtres d'ouvrage qui est indispensable et qui est, mais ce que ça rapporte par rapport à ce que ça coûte, c'est le rapport coût, apport, investissement que les financiers aiment bien poser, il est énorme. Donc, il faut le prévoir. Par contre, il faut le prévoir dès le début. Et même quand on le prévoit, on se rend compte des fois qu'on n'a pas prévu assez, qu'on se restreint sur certains dispositifs, sur certaines choses. Mais il faut le prévoir. Il faut le prévoir dans des projets de construction, de réhab, d'aménagement. Mais mis en relation au coût, c'est peu de choses. Vous avez évoqué quelques relais pour motiver les locataires à participer. Quelle est la clé de la mobilisation? La clé de la mobilisation? La clé de la mobilisation, c'est l'honnêteté, c'est-à-dire c'est le fait que la contribution elle sera prise en compte et qu'elle donne lieu à quelque chose et que la personne, quand elle participe à un moment et qu'elle y passe du temps aussi, parce que faut se rappeler qu'on est dans les sociétés où tout le monde a peu de temps à consacrer et qu'elle y trouve quelque chose. Donc ce moteur, il est des fois assez différent en fonction des gens, en fonction des personnes et des aspirations, et c'est tout le boulot aussi de cette présence, de cette écoute, que d'arriver à redonner quelque chose. Après, je n'ai pas d'exemple précis à vous donner, mais ouais, je pense qu'il y a
En tout cas, c'est à partir du moment où il y a une honnêteté dans le processus et où on voit que le temps passé, il produit quelque chose, c'est-à-dire que le projet a changé, ça veut dire que la porte ouverte à un investissement, il est possible, le pari est gagné et ceux qui sont venus, bah, sont satisfaits. Ça ne veut pas dire qu'on embarquera tout le monde, ça c'est évident. Il faut aussi se satisfaire d'un petit noyau et qu'on a des cercles différents entre des gens qui vont être très moteurs, très impliqués, puis d'autres qui suivront à la fin. Les programmes d'habitat participatif sont souvent aussi conçus comme ça. On a un noyau dur en général de la moitié du programme et puis ça vient petit à petit. Ça rejoint ce que Jean-Pierre disait. Oui, tout à fait. Alors, je tiens à rajouter juste un petit truc sur ce que dit Adrien qui est fondamental. J'ai envie de le faire, c'est que en plus, ça ne prend pas plus de temps. C'est juste une nouvelle façon de travailler. On est sur le terrain ensemble, donc ça ne prend pas ni plus d'argent, ni plus de temps, puisqu'on fait vivre le projet avant même que le projet advienne et qu'on participe déjà en faisant ça à une gestion future valorisée. Donc, c'est ça qui est important. C'est juste, on ne fait plus ex nihilo les choses de façon téléguidée et téléportée. On est sur le territoire, on est en confiance avec tous les acteurs ensemble, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et citoyen. Et ensemble, on fabrique le projet et le dessin naît de cette concertation plus active sur le territoire. Donc, il n'y a pas plus de budget. Ça, c'est important. Tout le monde croit que ça coûte plus cher, qu'il faut mettre des budgets en plus. Non, c'est des postures qui sont à faire évoluer et des gouvernances. Merci beaucoup. On a compris que vous étiez habité par le sujet. Ouais. Merci beaucoup. Je profite, une dernière question. Jean-Pierre, est-ce que tous ces échanges vous inspirent? Est-ce qu'ils vous donnent envie? Est-ce qu'ils vous motivent à plus vous impliquer? Et ceux autour de vous? Il n'y a pas de problème, oui, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de participer à ce genre de concertation, mais je trouve que c'est positif et puis ça donne envie d'aller plus loin, d'approfondir un petit peu le sujet. Maintenant, j'ai une question, si vous permettez. Les dernières réunions qu'on a eues où on parlait de construire bien et construire beau. Alors c'est bien ça, mais je me demande si les bailleurs ou notre bailleur n'aurait pas intérêt à faire une pause sur les grands chantiers, les gros investissements pendant une année peut-être, et consacrer davantage d'argent à l'entretien, à l'amélioration des petites choses. Parce que moi je constate, vous avez des halls d'immeubles, il y a 20 ans qui n'ont pas vu un coup de peinture. Et donc ça, c'est pas encourageant pour les locataires d'entretenir leurs espaces parce que prendre soin déjà de ce que quand c'est sale, eh bien ça entretient la saleté et puis après on a des graffitis, ou même l'espace des graffitis, ben, ça devrait être enlevé dans la journée. Voilà, ce sont des petits points de détail qui ont leur sens. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette parole de sincérité. Eh bien, écoutez, on arrive tout doucement à la fin de cette heure fertile. Nous espérons que cette heure fertile vous aura inspiré. Nous remercions Sophie, Adrien et Jean-Pierre pour leur intervention et les équipes techniques pour l'organisation de cette visio et à vous, participants. Et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain, 22 novembre à 13h pour l'heure fertile numéro 2. Une conception frugale, bonne pour la santé et bonne pour la planète en 2030. En 2030. Et mardi 23 novembre pour l'heure fertile numéro 3 sur le thème d'une biodiversité renouvelée en 2030. Merci Paul. Merci Johanna. À lundi. Et à lundi. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.